Professeur à HEC Paris, membre du conseil de rédaction de la Revue française de gestion, on ne le présente plus tant son nom est devenu indissociable de son domaine de recherche qui justifie ses invitations à l'international, la marque et son management. Jean-Noël Capferrer, bonjour. Bonjour. Réinventer les marques, c'est ce que vous proposez dans un ouvrage marquant. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette nécessité de réinvention de la marque ? Alors, sans être darwinien, vous savez que ce qui ne s'adapte pas, de toute façon, va disparaître. Alors, réinventer les marques, c'est le titre. Ce qui est intéressant, c'est aussi le sous-titre de ce livre, qui est la fin des marques telles que nous les connaissions. Et nous les connaissions, ce sont tous les gens qui ont appris la logique de marque sur les bancs d'université ou des grandes écoles en 1980-90, le siècle dernier. Alors, vous savez que le siècle dernier, c'est déjà une autre planète dont nous ne reviendrons pas. Donc, c'était la planète de l'automobile, c'était la planète de non, c'était la planète du contrôle absolu par les entreprises de ce qu'elles faisaient. Alors, nous sommes entrés dans la notion de co-contrôle, de co-création, de partenariat, d'entreprise poreuse, d'entreprise ouverte. Donc l'idée de base suivant laquelle la marque, on contrôle tout depuis la production jusqu'au rayon, etc., est une idée qui est singulièrement, je dirais, ébranlée, et d'ailleurs pour le bien des choses. Bon. La deuxième chose, c'est que... Bon, on parlera des réseaux sociaux, on parlera d'Internet, qui, bon, tout le monde en parle, et il faut en parler, c'est l'oxygène du moment, et ça va durer un certain temps, c'est-à-dire ça va durer très longtemps. Et on doit se poser la question, qu'est-ce que ça change? Or, ça change quelque chose de fondamental, qui est une asymétrie entre le producteur et le consommateur. L'asymétrie qui a fait le bénéfice des marques, cette asymétrie est singulièrement érodée. C'est le pouvoir client. Alors, on verra les implications que ça peut avoir aussi. C'est pour ça que la marque telle qu'on l'a professée, donc je suis coupable, on l'a conceptualisée et on l'a, comment dirais-je, même pratiquée, elle est arrivée à un terme. Le chiffre qui tue est le suivant. En Europe, dans les grandes surfaces, sur la base de 6 pays développés, 50% des produits vendus dans les grandes surfaces sont à marque de distributeur. Ça veut dire que le marketing traditionnel qui est né dans la grande consommation est arrivé à un échec, puisqu'il n'est plus opérant que sur la moitié du marché. Il n'est plus suffisamment différenciant. C'est-à-dire que, en gros, les mécanismes classiques ne suffisent plus face à une concurrence qui repose sur des modèles économiques différents. Parce que je ne distingue plus le discours sur la marque, la préoccupation de marque et ce qu'on appelle en stratégie, vous le savez bien, les business models. C'est qu'il y a des business models qui vous font voler en éclats n'importe quelle marque. Voilà. Vous avez des exemples oui, je vais vous dire une chose, oui. Free, qui est un business model hérité, comme vous le savez, des modèles low cost, est un business model qui va singulièrement secouer au moins une, voire deux, de nos 3 marques dominantes. Et la troisième va s'en sortir en ayant passé une alliance stratégique avec le premier. Vous voyez, c'est le crocodile qui porte un mouton. Vous voyez. Mais quel mouton, c'est une autre question. Voilà. Il y a une généralisation nouvelle de cette problématique de remise en cause d'acteurs dominants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la marque a fonctionné sur un principe simple jusqu'à présent, et qu'on trouve dans certains livres, c'est à quoi ça sert la marque à vendre cher. Bon, donc quand tout le monde vend cher... le premium. Voilà, le premium. Donc c'est bien d'en avoir un, deux, mais si tout le monde est dans cette logique-là, on crée un boulevard en bas, vous voyez. Bien sûr. On crée un boulevard. Et un boulevard qui est dû à ce qu'on appelle la maturité des marchés, c'est que les gens disent, OK, je peux... Oui, c'est comme les lames d'un certain rasoir très connu. Il y en avait une, deux, moi je me suis arrêté à 3, il paraît qu'ils en sont à la 5e. Probablement ils travaillent sur le rasoir à 6 lames. Bon, à un moment donné, ça va s'arrêter, si vous voulez. Et d'ailleurs, ils ont constaté qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à 3. Ils se disent, après, le gain marginal, l'incrément ne sert plus à rien. On crée un boulevard pour une autre offre fondée sur un mécanisme totalement différent. Donc ce n'est pas uniquement une autre marque, c'est une autre marque avec des conditions de concurrence, parce que en gros, la marque, c'est une chose, et puis ensuite le modèle économique. Donc n'importe quelle marque avec un modèle économique, de toute façon, elle ne vaut rien. C'est comme si vous étiez sur une bouée sans air, hein. Vous allez vous couler directement. Voilà. Ce qui signifie qu'il y a des risques d'investissement échoués aujourd'hui dans la marque et dans les investissements de marque. Alors, c'est-à-dire qu'un modèle économique, il y a des modèles économiques gagnants, mais ils ont eux-mêmes besoin d'une marque. Un jour, j'ai rencontré un de mes anciens élèves d'HEC qui, je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je m'occupe de la marque EasyJet. Je lui dis, c'est très intéressant. Il me dit, oui, mon job, c'est de bâtir la marque EasyJet. Alors, ça veut dire quoi?
c'est qu'une fois que le travail d'EasyJet a été fait, qui est le plus difficile d'ailleurs, hein, je vais vous dire, d'installer une crédibilité d'avionneur, etc., il fallait devenir le top of mind en notoriété pour être cliqué en premier devant Ryanair, parce que le premier clic, c'est comme le premier magasin ouvert, il vaut mieux être le premier magasin dans lequel le client va que le deuxième, c'est un vieux principe. Bon, mais là c'est la même chose. Bon. Donc son job, c'était avec assez peu d'argent, d'arriver à bâtir, un, une notoriété, deux, une confiance, trois, un côté cool. Parce qu'aujourd'hui, le low cost, c'est cool. C'est plus le low cost paupériste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les produits Orange, qui ont disparu d'ailleurs, hein, les produits Orange, ça faisait carte Orange. Donc les gens avaient honte d'avoir des produits Orange dans leur caddie. Voilà. Bon, maintenant, ils sont assez fiers, ils peuvent acheter n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Donc ça a été ça, là aussi, la fonction de la marque, c'est de rendre le low cost sexy, cool, hot presque. Vous allez chez Ikea, vous ne dites pas, j'ai pas d'argent, vous dites, je vais chez Ikea. C'est quand même remarquable. C'est remarquable. Ce que n'avait pas su faire Conforama à l'époque, où Conforama, le pays où la vie était moins chère, les gens ils déménageaient la nuit, vous voyez. Bon, pour que ça ne se sache pas trop. Ben oui. Absolument. Ben oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le prix, il faut aider le client à être fier du prix, et pas dire uniquement c'est pas cher ici parce que tu n'as pas d'argent. Donc la marque, elle prend en charge l'image du client. Et dire uniquement je suis pas cher, c'est négliger le client. Le client, il a besoin d'être toujours valorisé. Et la marque, c'est aussi un discours sur le client. C'est ce qu'ont remarquablement réussi des sociétés comme Facebook, comme Twitter, comme des acteurs de la nouvelle économie qui sont devenus présentés comme cool et qui sont devenus des marques. Oui, parce que... n'existait pas il y a moins de 10 ans. D'accord, mais ce qu'elles vendent, c'est un truc fantastique, c'est de la relation. Alors, les jeunes qui se vivent, enfin, les jeunes qui n'ont pas encore émergé comme adultes autonomes, identitaires, etc., ils fonctionnent par, comment dirais-je, l'osmose, on est tous ensemble, etc. C'est tribal. Bon. Et l'oxygène de la tribalité, c'est d'être en permanence en communication avec sa tribu. Voilà. Donc, quand vous créez un produit qui dit, voilà, tu peux être sous perfusion permanente, c'est extraordinaire. C'est Hosanna. Absolument. Hosanna. Et alors, si on prend des exemples très concrets, je pense à un exemple, c'est le rappeur Jay-Z, Oui. par exemple, Oui. qui justement a négocié avec Facebook pour son dernier album une exclusivité sur un clip, qui a négocié avec Samsung un accord de 5 millions de dollars pour 1 million de dollars de prévente dans une industrie qui est radicalement en crise, l'industrie musicale. Aujourd'hui, c'est devenu une marque. Oui. Donc un individu est devenu une marque. C'est quelque chose, qu'est-ce qui est en train de changer là ? Ce qui est en train de changer, c'est que la notion d'artiste, aujourd'hui, se valide à l'aune du marché qu'il contrôle. C'est-à-dire que Van Gogh a perdu. Enfin, de toute façon, il a perdu de son vivant, puisqu'il était pauvre. Il est devenu riche après sa mort, ce qui est souhaitable à personne. Bon. En revanche, aujourd'hui, l'artiste, c'est ce que Warhol a dit, Warhol a une très bonne définition de l'artiste. Il dit, vous êtes un artiste si les gens payent pour vos œuvres et que leur chèque n'est pas bidon. Bon. Parce que la deuxième clause est aussi importante que la première. Hein. Bon, ok. Et donc, aux États-Unis, on dit un artiste sans marché, un artiste pauvre, c'est rien. Enfin, c'est un artisan, à la limite, un artisan qui peint. Voilà. Bon. Donc, Jay-Z a compris que, fondamentalement, il était doté d'un capital symbolique extrêmement fort et que son problème, c'était de l'augmenter en permanence. Et vous avez oublié de citer la chose la plus importante qui nous concerne, nous Français, avec Jay-Z, c'est que, quelque part, il a été l'aubaine extraordinaire d'une petite maison de champagne, comme vous le savez, dont la rumeur dit qu'il est en partie actionnaire, puisque fondamentalement, elle a créé des produits, des champagnes à 300, 400 et 500 dollars la bouteille, prix de fabrication 13 euros, parce que même un Dom Pérignon, son prix de fabrication ne va pas jusqu'au ciel. Bon. Et donc là, qu'est-ce qu'a fait cette maison totalement inconnue, hein, c'est qu'elle est allée prendre, bon, il y a Maria Carey d'une part aux États-Unis, deuxièmement Jay-Z, et elle en a fait le champagne hot de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Bon, et là, Veuve Clicquot tremble. Moët et Chandon tremble dans cette communauté-là. Il leur reste la Chine, il leur reste l'Inde, il leur reste partout, etc. Mais d'un seul coup, vous avez une boîte inconnue qui dit « je vais faire un partenariat avec une star, je vais faire un champagne extraordinaire et je le lance à 400 dollars. » On rentre dans de véritables logiques disruptives. Absolument. Alors, en revanche, par rapport au luxe à la française, qui joue sur une notion de durée, c'est un marathon de luxe à la française, on va se juger dans la durée. Est-ce qu'on reparlera de Jay-Z dans 10 ans? J'en sais rien, probablement pas. Donc on est plus sur des modèles de mode, de fast mode, hein, appliqués non seulement à l'art, à la culture, mais maintenant, je dirais, à l'alcool et à la consommation esthétique, parce que l'alcool, c'est devenu une consommation esthétique. Quand on prend du vin, les gens font « regarde ça, extraordinaire », comme si c'était une œuvre d'art, si vous voulez. C'est peut-être une œuvre d'art. Mais l'esthétisation de la société passe aussi par la co-création de produits à durée de vie probablement limitée, avec des gens à capital symbolique fort, les artistes. Mais les artistes d'avant-garde. Hein. Absolument.
Vous avez cité Warhol, on aurait pu citer Debord, on aurait pu citer la Société du spectacle. On a parfois l'impression le spectacle mais Warhol, il avait compris renouvelle. comment art is cash. Voilà. Absolument. C'est une phrase extraordinaire, art is cash. Bon, c'est sûr que c'est pas qu'on enseigne l'art dans les business schools. Vous auriez, pour conclure, un conseil à délivrer sur la base de cette réinvention des marques nécessaires. Il faut être particulièrement vigilant sur certains aspects aujourd'hui. Il faut être, faut se transformer. Voilà, faut imaginer qu'on peut l'être, transformé. La difficulté principale, c'est de croire à l'intangible et de le mettre en scène dès le départ. Parce qu'il y a avant, on disait, bon, d'abord, vous avez un très bon produit, vous gagnez une notoriété, après, vous bâtissez une image. Bon. Oui. Alors, il faut tout faire dès le départ, et Internet permet de le faire dès le départ. Hein, voilà. Bon. Deuxièmement, on n'arrête pas de dire que les marques, c'est au capital, enfin, c'est un intangible dans le bilan des entreprises. OK, c'est vrai, mais c'est surtout le fait que la marque, si elle ne propose pas des éléments intangibles, elle n'est qu'un produit. Vous voyez, voilà. Bon, elle est le nom d'un produit. Et c'est l'intangible qui vous rend, d'une certaine façon, immune à la concurrence. Et le job, c'est de créer tout de suite des intangibles. Alors, on peut créer des intangibles par l'histoire, le storytelling du patron. Moi, je dis toujours, d'une certaine façon, aux startups, le produit, c'est vous. Le produit, c'est pas votre truc, c'est vous. Parce que le journaliste, vous allez le recevoir, il va vous interviewer pendant 5 minutes sur votre produit, et après, vous dites quoi? Ciao, au revoir. Donc, commencez à bâtir votre propre histoire qui va rendre intéressant le produit, et on va dire, mais c'est voilà, et là, c'est ça. Hein, le garage, créez votre mythe du garage. On est dans le registre de l'imaginaire, du symbolique. Oui, absolument, parce qu'on est une société mature, quasi mythologique. Et esthétisante, dans laquelle les gens veulent du sens, ils savent bien que tous les produits se valent plus ou moins, ou alors que même si un a une avance, Samsung sortira le Galaxy 5 6 mois après Apple, etc. Voilà la différence entre Samsung et Apple. Vous savez, j'enseigne beaucoup en Corée. J'y suis allé il y a 10 ans, ça me paraissait un peu bizarre. Maintenant, je me sens mieux parce que ce pays a un peu ouvert ses portes et j'ai décodé. Bon, c'est des rois de l'exécution. Mais ils n'ont pas encore compris ce que c'est que l'intangible. Donc, si vous voulez, les gens ne disent pas ah, je suis fier d'avoir un Samsung, et ils se baladent dans la rue, etc. etc. Bon, voilà, bon. Alors qu'il y a des gens qui font la queue la nuit pour le futur Apple, ils ne savent même pas le prix qu'ils vont le payer ni ce que c'est. Voilà, bon. La différence entre le tangible mode, enfin le tangible produit, et l'intangible fashion. Et vous avez vu qu'Apple a recruté qui récemment? La directrice, enfin la PDG de Burberry, parce que Burberry, c'est la marque fashion la plus digitale au monde. Donc Apple, il est allé chercher la femme qui a en fin de compte rendu Burberry la marque fashion la plus digitale au monde. Et il dit, j'ai besoin de toi. Parce que c'est devenu un produit technologique, mais la technologie ne suffit plus. Il faut en plus un côté fashion. Absolument. C'est-à-dire, et voilà. Bon, donc, je dis... Et de nouvelles formes d'authenticité voilà. aussi. Alors, je m'adresse aux agriculteurs de Bretagne, aux éleveurs de choux, de tomates. Il faut à la fois rechercher des tomates qui ont du goût, avec des formes, etc. Et elles existent, hein. Je connais des coopératives, voilà. Et en même temps, vous créez un intangible, un mythe, pas simplement une notoriété. Parce que la notoriété, Carrefour, ça s'ira dessus. Le mythe, il vous créera des fans sur Internet. La notoriété ne crée pas des fans, c'est le mythe qui crée des fans. Donc aujourd'hui, il y a une forme, vous évoquez souvent l'idée de combat, c'est-à-dire la marque crée sa mythologie aussi dans une logique de combat. De toute façon, il y a un combat des imaginaires aussi, ça rejoint du soft power, ça rejoint... Exactement, ça nous amènera à parler de la marque France un peu après, quel est le soft power. Effectivement, de toute façon, le combat, il est dans la concurrence. Hein. Bon. Marque distributeur, si vous vous rendez compte que votre premier, comment dirais-je, votre distributeur numéro 1 qui représente 15% des ventes, souvent de vos ventes, hein, ou même 20%, c'est celui aussi qui cherche à vous éliminer. Donc c'est terrible. Donc, bon. Et votre relais, c'est non seulement la performance produit d'innovation, hein, parce que on parle beaucoup d'Apple et ça doit énerver les agriculteurs. Je parle d'agriculture parce qu'il y a le salon, hein. Mais si on n'innove pas dans les tomates, dans les carottes ou dans les plats cuisinés, etc., bon, c'est un marché de commodité. Bon. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut en plus que l'imaginaire qu'on donne à consommer soit excitant. Voilà. Et pas dire mes tomates, elles sont bonnes. Voilà, etc. Et là, on tient les clients et on tient les réseaux sociaux. Absolument. Réinventer les marques, Jean-Noël Capferrer, je vous remercie beaucoup de votre venue. Merci.